90 minutes business, l'invité. 90 minutes business, ça commence déjà à discuter sur ce plateau. Benoît Serre est avec nous, vice-président de l'Association nationale des DRH de L'Oréal également. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Réaction déjà à cette actualité, cette bataille sur la réforme des retraites. 1,2 million de manifestants en France, ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. Face à cela, un gouvernement qui veut rester ferme, qui assure que la réforme va se faire. Benoît Serre, sur le terrain, en tant que vice-président de la NDRH, elle doit passer cette réforme? Elle va passer cette réforme? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas un oracle, je ne sais pas si elle va passer. Ce que j'observe simplement, et encore une fois, c'est pas ce que je vais dire là, c'est pas un jugement de fond sur la réforme, c'est un autre sujet ça. C'est simplement que, pour la première fois, je vois que les réactions des gens, qui pourtant ne sont pas particulièrement agités en général, s'inquiètent en fait. Et je me demandais, la question que je me pose, j'ai pas la réponse, c'est que peut-être que c'est une réforme finalement assez classique, dont on estime d'ailleurs qu'elle génère des réactions classiques, ce qu'on entend. On a toujours eu 1 million de personnes dans la rue pour les manifs. Mais en revanche, elle se pose sur un monde du travail qui a quand même été sacrément chamboulé depuis 3 ans. Et ce qui fait que je ne suis pas convaincu que les réactions des gens soient comparables aux réactions des autres réformes des retraites. Parce que ça se place dans un univers où le monde du travail change, et la retraite, c'est un sujet qui fait partie du travail. C'est la fin du travail, mais ça fait partie du travail. Donc je pense que l'espèce de misfit, il est là, et qu'il faut sans doute peut-être mieux, et j'ai entendu d'ailleurs plusieurs personnes l'évoquer, voir comment cette réforme-là s'englobe dans la transformation du travail en général. D'où d'ailleurs sans doute avoir peut-être une plus grande ambition sur, vous savez, le fameux débat sur les seniors. Mais oui, bien sûr. Ça, c'est du travail. Et avoir une plus grande ambition que l'index, qui est une chose, mais moi, je pense que l'index sans une politique volontariste, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Justement, elles doivent changer quoi, les entreprises, aujourd'hui, pour reconsidérer de façon positive, par exemple, justement, la position des seniors chez elles? En fait, il y a 2 choses. Quand vous regardez les chiffres, vous vous rendez compte que les entreprises ont plutôt appris à conserver les gens. Il suffit de regarder les chiffres. On est toujours le mauvais élève de l'Europe, mais on a amélioré le score. En revanche, elles n'ont pas appris à les embaucher. Et alors, donc, là, vous avez un sujet culturel, une espèce de crainte. Vous avez aussi un sujet de temps, c'est-à-dire qu'ils vous disent: vous allez recruter quelqu'un à 58 ans, avec le système actuel, et peut-être qu'il va rester 70 ans, comment je vais faire pour... Donc il y a une espèce d'inquiétude autour de ça. Il y a un sujet d'argent. Elles sont plus chères, les personnes en fin de carrière. Oui, mais parce que ça, c'est pour les gens qui sont dans l'entreprise. Mais vous savez, quand vous discutez avec des seniors, une partie d'entre eux, leur sujet, c'est atteindre le taux plein. Donc il faut plutôt traiter autour de ça. Donc les entreprises ont des efforts à faire. Je pense que les pouvoirs publics aussi. Je veux dire par là, c'est que, regardez, quand le gouvernement a dit il faut absolument s'occuper des jeunes, le plan Un jeune, une solution, etc., les entreprises ont pris le relais. Vous avez quasiment 1 million d'alternants d'apprentis. Enfin, vraiment, les entreprises ont pris le relais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une démarche aussi volontariste sur, on pourrait l'appeler un plan Un senior, une solution, j'en sais rien. Et les entreprises ont su, les chiffres le prouvent, hein, répondre présent à chaque fois qu'il y avait une double impulsion pouvoir public-entreprise. Ouais. Et je vois que des propositions se font jour. On a vu celle de Franck Morel, on a vu celle du président de la CPME ce week-end. On voit que tout le monde cherche des solutions. Et ça pourrait être une manière d'ailleurs de comprendre que cette réforme prend en compte la transformation du travail. Jean-Marc ? Oui, moi ce qui me frappe dans cette affaire, c'est d'abord le fait que si on reporte l'âge de départ à la retraite, l'emploi des seniors s'améliore de façon mathématique. C'est-à-dire, quand on a quelqu'un qui on embauche à 58 ans, on ne va pas avoir la même vision de son avenir s'il doit partir à 67 ans, s'il doit partir à 64 ans ou s'il doit partir à 62 ans. La deuxième chose, c'est qu'il y a une espèce de discours, c'est un discours, on est fatigué, on est usé à 62 ans. Et quand on regarde la retraite à 60 ans, si vous prenez le discours de François Mitterrand de l'époque, il disait le but c'est de réduire le chômage, et quand les baby-boomers arriveront sur le marché de la retraite, donc en 2006, ils sont nés en 1946, ils auront 60 ans en 2006, à ce moment-là on aura réduit le problème du chômage et il faudra réaugmenter l'âge de départ à la retraite à 65 ans. C'est-à-dire que la démarche des gens qui avaient reculé l'âge de départ à la retraite, c'était une démarche de politique de l'emploi et pas de politique de rapport au travail, de bien-être au travail, d'amélioration. La même chose pour les 35 heures. Le discours sur les 35 heures, c'était pas on va vous donner du loisir, on va vous permettre d'aller davantage en vacances, c'était de dire grâce à ça on va créer 1 million d'emplois. Et donc il y a une sorte de détournement de la façon dont le dossier a été traité au départ, qui fait que maintenant, ça donne l'impression d'un pays qui, effectivement, qui pose le sac. Si vous regardez la presse étrangère, c'est assez sidérant. Moi, je vois la presse britannique qui dit, écoutez, les jeunes Français qui sont dans la rue, ils sont en train de manifester pour que les gens, qu'ils aient plus de retraités sur leur dos
et qu'ils aient plus de dettes à assumer parce que le système est en déficit. Est-ce que c'est la première fois, c'est le premier pays où on voit des gens qui manifestent pour avoir à payer plus cher et avoir à être ruinés par de la dette. Et donc, il y a une espèce de sentiment, qui est un sentiment d'irrationnel, y compris dans le comportement général de la population. La dernière remarque que je ferai, c'est que c'est quand même beaucoup dans le secteur public. On voit des gens qui sont présents dans les cortèges, qui sont en grève. Donc il y a une espèce de sous-administration et de mauvaise gestion de l'ensemble des agents publics qui est quand même assez inquiétante. Non, mais je suis d'accord avec ça, mais justement, je suis d'accord, mais si les causes, comme vous l'avez rappelé, 80, 35 heures, étaient des causes d'emploi, on ne peut pas ignorer néanmoins que le travail, il est interrogé. Moi, je ne crois pas à la perte de valeur travail, ça, j'y crois pas. Mais n'empêche qu'il y a une réalité, c'est que le travail est interrogé. Aujourd'hui, dans son organisation, on sait que c'est la suite de Covid, etc. Donc, je pense qu'on ne peut pas ignorer ce fait-là, indépendamment de la réforme des retraites. Et donc, c'est sans doute quelque chose à intégrer globalement. Après, pas à moi de faire des cours de mathématiques, surtout à Jean-Marc, mais je crains que le problème d'emploi qu'on a à 57 ans, il se décale juste à 62 en fait. Qu'on ait le même volume, mais qui se décale à 62. Qu'effectivement on ait moins de problèmes à 57, mais qu'on ait tout le temps à 62. Les gens si entre 57 et 62 ans seront au travail, donc on aura augmenté la production. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que sur le volume de gens qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui, on dit, comme vous l'avez expliqué, si on décale l'âge de la retraite, on va forcément améliorer l'emploi des seniors. D'abord, on sait qu'on va le faire, pour des raisons démographiques. C'est aussi simple que ça, puis on a un problème de recrutement. Oui. On a un problème de... Puis après, vous avez... Le deuxième point, c'est que je crains en revanche que ceux qui n'arrivent pas à trouver d'emploi à 57, ils en trouveront à 57, mais ils en trouveront plus à 62. Donc on n'aura pas vraiment résolu le problème. Une dernière petite question, une autre actualité, vous l'avez dit, problème de recrutement. Elles en sont où les entreprises aujourd'hui? Ça s'est amélioré sur les 6 derniers mois depuis l'été? Non, ça reste vraiment tendu en fait. Ça reste vraiment tendu, avec d'ailleurs une espèce de surprise, puisque on a un taux d'embauche qui est supérieur à l'amélioration de la production. Donc ça veut dire qu'on a une baisse de productivité. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire-là. Mais en revanche, c'est vrai que ça reste très tendu. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça reste tendu sur les métiers rares, de la tech, ça on le sait, parce qu'on n'a pas assez d'ingénieurs qui sortent. Mais ça reste aussi tendu sur des métiers qui ont pourtant des structures d'enseignement initial fortes. Le contrôle de gestion, les ressources humaines, des choses comme ça. Et c'est ça qui est assez surprenant. Donc tant mieux, tant mieux. Les entreprises continuent à embaucher, continuent à chercher, et il y a encore beaucoup de postes vacants. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'être venu nous voir pour faire ce point. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission, président de l'Association nationale des DRH.